Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel que je dédie aujourd'hui à une présentation, une analyse de la mémoire RAM disponible, en particulier lorsque l'on fait des modifications en ligne, des online change. L'objectif de cette présentation est de vous montrer les bases de l'analyse de la RAM disponible, de vous présenter afin de vous donner une compréhension des phénomènes qui peuvent se produire lorsqu'on manque de mémoire. Je vais vous montrer comment surveiller la mémoire disponible pour pouvoir anticiper un reboot nécessaire à venir. Je vais vous montrer où et comment trouver les tailles qui vont nous intéresser. Donc je vous fais cette présentation dans le logiciel SoMachine Motion version 4.41. Les résultats seraient quasiment identiques avec Machine Expert version 2 ou ultérieure. De même, je vous fais cette présentation sur un LMC Echo. On aurait, toutes proportions égales par ailleurs, la même chose avec un LMC Pro ou Pro 2. Pour ne pas être trop long, et vous verrez que malgré tout cette présentation sera un petit peu longue, je vais me concentrer sur le pire cas possible, c'est-à-dire des modifications qui vont imposer une duplication, une réplication complète des données. Alors, la mémoire RAM que nous avons sur nos contrôleurs, donc je rappelle, on est sur des systèmes à base PC, des contrôleurs Intel. Une partie de cette RAM va être dédiée à l'operating system VxWorks, au runtime, au firmware du LMC, au driver pour les entrées-sorties, pour les modules de communication. Une autre partie, mais par conséquent plus petite, nous sera disponible pour le programme et les données. Alors bien évidemment, si nous étions sur un système embarqué, un système plus compact, le code exécutable serait en ROM ou en mémoire flash. Nous aurions en RAM que les données. Dans notre cas, nous avons donc un système PC où le code exécutable tourne lui aussi en mémoire RAM. Alors, comme je le disais, on est sur des systèmes à base PC, on a une taille RAM que je qualifierais de la taille catalogue, qui est de 512 mégas ou 1 giga pour les LMC Pro 2. Nous allons voir dans un premier temps que la mémoire disponible pour notre application, pour le programme utilisateur, est inférieure à cette donnée-là. Hein, comme je vous l'ai dit, tout le système, tous les composants nécessaires que l'on ne voit pas dans le programme que l'on écrit, eh bien, ça occupe une certaine place et il faut lui réserver cette place-là. Lui réserver. Le système se charge de la réserver pour lui-même. Quand on opère une compilation ou une connexion, on a deux façons de le faire. La première, la plus simple, c'est de faire un login with download, c'est-à-dire qu'on va effacer les données du linkage précédent et on va repartir à zéro. On va pouvoir reconstruire tout l'espace nécessaire à partir du point de départ. On peut forcer un login with download en faisant un clean ou un clean all. Je vous le montrerai dans la démonstration. Le deuxième cas de connexion est un login with online change que les constructeurs de machines aiment beaucoup puisqu'il permet de ne pas arrêter un programme, ne pas arrêter une machine. Donc c'est bien pratique. Par contre, c'est beaucoup plus complexe à gérer d'un point de vue du linker au moment de l'assemblage des liens, puisqu'il va falloir relocater, positionner ailleurs dans la mémoire les composants qui ont changé, que ce soit du programme et ou des données, et faire le lien entre ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Donc,
quelque part, on va devoir doubler tout ce qui aura changé de près ou de loin, encore une fois, programme et ou données, structure, etc. Quand, euh, quand on reproduit cette opération plusieurs fois d'affilée, eh bien les programmes modifiés vont, comme ceci, prendre une nouvelle place en mémoire. Dans le meilleur cas, la mémoire qu'on n'utilisera plus une fois qu'on aura basculé dans le nouveau contexte, cette mémoire sera rendue au système et réutilisable pour autre chose. Dans le pire cas, et là malheureusement on arrive aux limites des systèmes, dans le pire des cas, cette mémoire ne pourra pas être réallouée ou ne sera pas d'une taille suffisante pour y loger des éléments contigus, eh bien cette mémoire à long terme sera perdue. C'est tout simplement ce que l'on retrouve sur un PC. Quand au bout d'un certain temps, bien, ça devient lent, on n'arrive plus à faire ce qu'on veut, on est obligé de redémarrer, eh bien c'est que tout simplement on n'a plus de mémoire physique disponible. Alors sur un PC c'est un cas un petit peu particulier puisqu'on arrive à recréer une mémoire RAM entre guillemets artificielle en faisant des swaps sur le disque dur, ce qui n'est pas le cas dans nos LMC. Donc une fois que la mémoire est consommée, elle est consommée, et seul un reset avec un login with download permet de repartir de manière propre sur le mappage des données. Disons enfin que tout système a une limite. Alors c'est vrai que sur nos contrôleurs, encore une fois d'architecture PC, cette limite est relativement loin, mais en fonction des programmes et des machines, on peut y arriver. Et typiquement dans cette présentation, je vais vous montrer des cas relativement simples pour occuper toute la mémoire et provoquer des cas où le système va planter, le système va se cracher parce qu'il ne saura plus comment, comment trouver de la place pour les composants qui sont nécessaires. Trouver la place nécessaire pour les composants dans un nouveau contexte. Alors pour ce faire, nous allons utiliser des choses assez simples. En particulier une structure ici de taille connue. Donc cette constante va faire en sorte que cette structure prenne 1 mégaoctet. C'est une structure avec des longs réels. Un long réel, ça occupe 8 octets dans la mémoire. Donc cette constante vaudra un huitième de 1 méga. On le verra un petit peu plus loin. Donc une structure de base de 1 méga, un programme minimaliste qui permettra d'aller consommer nos données. Je rappelle que si une donnée n'est utilisée nulle part, le linker ne l'ajoute pas au moment de l'assemblage de tous les composants. C'est une optimisation du linker et c'est très pratique dans la plupart du temps. C'est pour ça que notre programme on va faire en sorte qu'il puisse aller tout le temps taper dans cette structure de mémoire et taper à tous les endroits. Donc notre constante pour arriver à 1 méga, donc 1 méga, je vais considérer que c'est 1024 au carré, et comme les longs réels font 8 octets, je l'aurai divisé par 8, donc ça fera 1024 multiplié par 128. Une deuxième constante en fait qui va me permettre de définir en unité du mégaoctet la taille d'une structure globale. Donc cette structure globale sera un tableau de structure de n fois 1 mégaoctet. Voilà, donc une façon assez simple d'occuper de l'espace. Ici j'ai tout simplement des tailles initiales, nous allons le voir, qui permettent de définir la mémoire utilisable lorsqu'on a un programme minimaliste. J'ouvre une parenthèse que nous allons démontrer tout de suite. On n'a pas 512 mégas sur le LMC Echo et on n'a pas 1 giga sur le LMC Pro 2. Voilà,
Il va falloir s'habituer à ce que par défaut, on ait moins que la mémoire affichée. Je vais vous montrer tout ça. Et donc, le programme, donc un compteur de vie pour m'assurer que cette boucle est appelée. La lecture de la mémoire disponible, donc c'est tout simplement un registre dans la structure LMC Pack Drive. Et ici, un calcul de pourcentage, donc où je vais diviser la mémoire disponible par la mémoire disponible à vide sur le LMC Echo. Et ici, donc je vais incrémenter, j'ajoute 1,1 à chaque fois dans les données de ma table, et je veille bien à incrémenter les deux index, donc des deux dimensions, pour être sûr que je vais la parcourir tout le temps, ou plutôt pour être sûr que le linker n'optimisera pas la réservation de mémoire. Voilà, donc un programme très très simple. Je calcule la mémoire disponible, un pourcentage, et j'accède à mes données. Donc, la première étape va consister à faire tourner ce programme vide et à nous rendre compte de la taille nécessaire dans ce programme vide. Donc, je prends ce premier programme dans lequel je ne déclare pas ma donnée de n mégaoctets. Je n'utilise pas cette partie du programme qui permet d'aller écrire dans la mémoire. Je vais faire un clean ou clean all et je vais me connecter au contrôleur. OK. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est la lecture des données. Donc, je vais ici dans la fenêtre des messages, clic droit, je vais copier ce texte. Je copie ce texte. Et avec des formules Excel, je le colle ici. Et je vais m'intéresser à ces trois lignes-là. Ces trois lignes-là vont me donner en bytes, que je vais convertir en kilos et en mégas, la taille du code, donc le programme. Alors là, j'ai un programme de 300 kilooctets. Comme je vous ai dit en introduction, il y a beaucoup de choses que le système rajoute. Je ne vais pas rentrer dans les détails ni chercher à comprendre. Je vais juste accepter que pour un programme vraiment minimaliste, j'ai 300 kilooctets de nécessaire. De même que pour les données, là c'est un peu plus gros, j'ai besoin de 10 000 kilobytes, c'est-à-dire quasiment 10 mégas pour un programme qui ne fait rien. Et le total donc, code plus données, ça me donne 9,9. On va accepter, on va prendre comme postulat qu'un programme vide, à vide, on consomme 10 mégaoctets. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. À présent, donc, je suis connecté, je suis en stop, je vais me mettre en run et je vais observer ma mémoire disponible que je vais retrouver dans les registres du LMC ici. Paramètres mémoire, je vais retrouver ici cette mémoire disponible. Donc, pour être certain que je lis bien entre guillemets la vraie mémoire disponible, je vais faire un cold reset. Donc, complètement resetter le contrôleur. Je lance ce cold reset et je vais un petit peu accélérer la vidéo au montage. Voilà. Donc j'ai coupé ce temps d'attente au montage, il y en a à peu près pour 1 minute. Je me remets en run. Voilà. Et cette fois, j'ai, on va dire, vraiment la mémoire disponible maximale pour mon application minimale. Alors je vais copier cette valeur-là et je vais aller la coller dans mes macros, collage. Voilà. Donc
ici, 319 727 320. Dans mes essais précédents, j'avais trouvé quelque chose, allez, avec une centaine d'octets de plus. Voilà, on va pas pinailler. 100 octets sur 300 millions, c'est quelque chose qui est négligeable. Donc, cette valeur-là, finalement, je dirais, quelque part, on a raison de la définir ici. 319 727 416. Voilà, encore une fois, à 100 octets près, qui est négligeable, c'est notre valeur de référence, c'est notre valeur étalon. On considère que ce programme-là, c'est 100% de mémoire disponible. Donc, pour résumer, comme nous l'avons vu, un programme minimaliste, c'est 10 mégas minimum et 305 mégaoctets disponibles. Voilà, c'est ce chiffre-là. 10 mégaoctets au minimum, 305 mégaoctets de disponibles. C'est la synthèse que nous avons vue ici. Dans la deuxième étape, nous allons rajouter une structure de 70 mégas et nous allons la faire croître. Alors, j'ai affiché ici tout de suite le résultat pour que vous puissiez voir les mesures, mais nous allons le démontrer. Donc 70 mégas, parce que 70 mégas, par l'expérience, c'est quelque chose qui reste à peu près stable dans ce contexte. Nous verrons tout à l'heure, à 75 mégas, c'est la façon de faire crasher le système. Donc pour déclarer notre structure de 70 mégas, je vais cette fois déclarer une variable donc de 70 mégas. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais déclarer ma variable de 70 mégas et à présent je vais y accéder. Pour être certain de repartir du point de départ, comme je vous l'ai dit, je vais faire un clean et je me reconnecte. Je fais également ceci pour avoir accès aux données de compilation. Nous allons le voir. Les données de compilation que je vais copier ici. Donc je fais la même chose. Copier. Je vais aller les coller dans mon fichier Excel. Donc cette fois, à nouveau, les trois lignes qui nous intéressent. Mon programme n'a quasiment pas changé. 300 kilooctets. Cette fois, j'ai 80 mégaoctets de données. Quelque part, je retrouve les 70 mégas que j'ai rajoutés, plus les 10 qu'on avait précédemment. Vous voyez, 9,6, j'en rajoute 70, j'arrive à 79,6. Et la taille totale, 80 mégas. Donc, jusque-là, il y a une certaine cohérence. Je démarre le programme. La mémoire disponible, cette fois, c'est 222 mégas. Et en pourcentage, j'ai 70% de disponible. Copier. Je le colle ici. Voilà, et je crois que j'ai mis des pourcentages. Voilà, donc dans le LMC, j'affiche la mémoire disponible, 70%, et ici, je calcule la mémoire occupée, donc c'est son complément. Donc sur une mémoire de 320 mégas, enfin 305 mégas disponible, j'en occupe ici un petit tiers. Je vais faire croître mon besoin de mémoire en ajoutant une deuxième donnée dans la structure de base, de 1 méga. Donc j'ajoute simplement 1 byte. J'ajoute 1 byte dans la structure de 1 mégabyte. J'ajoute quasiment rien. D'accord? Et quand je regarde au global, je vais donc ajouter ici 70 bytes. Oui mais, je vais ajouter
1 byte entre chaque bloc de 1 méga. Donc je vais être obligé de complètement restructurer différemment ma mémoire et donc d'utiliser ce qu'on va appeler une nouvelle page, un nouveau contexte. Donc à présent que j'ai rajouté ceci, je vais faire un login with online change. Je ne fais pas de clean et je fais un login with online change, donc je n'arrête pas le programme. OK. Et je vais regarder ma mémoire. Tiens, je n'ai plus que 40% de mémoire disponible. Je copie cette valeur. Et en mémoire occupée, je passe de 30 à 60%. 60%, il me reste 40% de disponible, c'est cohérent. Tout simplement, mon bloc de données de 70 mégas, je n'ai pas pu réutiliser la mémoire que j'avais allouée. Je suis obligé d'en créer une deuxième derrière. À présent, je vais refaire la même chose en ajoutant une troisième donnée dans ma structure. Donc je me déconnecte. Dans la structure, j'ajoute cette fois un réel. Donc j'ajoute 8 bytes au lieu de 1, mais finalement, ça va revenir à la même chose. Login with online change. Je reviens voir la mémoire disponible. À présent, je n'ai plus que 10%. Et il me reste quelque chose comme 30 mégas. Voilà. Donc, il me reste 10%. Ça veut dire que j'ai encore rajouté quelque chose. La zone initiale des premiers 70 mégas, je ne peux pas l'utiliser parce que ma zone de 70 mégas contiguë nécessaire est trop petite par rapport à celle-là. Je ne peux pas utiliser cette partie-là. La deuxième partie, je suis en train de travailler dessus. Pas d'autre solution. Je suis obligé d'aller en chercher une troisième partie. À présent, mes données, je suis sur cette partie-là. Et j'ai 2 fois 70 mégas en début de RAM qui n'est pas utilisé. Si bien que si maintenant je rajoute encore une donnée, je peux à nouveau utiliser le début de la mémoire. Login with online change. Si je regarde à nouveau la mémoire, il me reste toujours 10%. C'est bien ce que nous supposions. Le début de cette RAM qui devenait disponible peut être utilisé. Remarquez bien au passage que la mémoire qui n'est plus utilisée n'est pas rendue au système. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'utilise pas, puisque là, on vient de montrer qu'il utilisait cette partie-là. Ça veut juste dire que cet indicateur de mémoire disponible, eh bien, il est vrai au début. Après un reset, quand on fait un download, après plusieurs online change, on ne peut plus trop s'y fier. Je vous encourage à surtout observer la mémoire disponible au tout début, quand vous faites un login with download, et à la première ou deuxième modification. Et après, on ne peut plus trop savoir ce qui se passe. Simplement, si au bout de 2 ou 3 online change, la mémoire disponible arrive à des valeurs très basses, on va dire proche de 10%, ça veut dire qu'on va arriver dans une zone de danger. Voilà. On peut le faire encore une fois. On va rajouter dans la structure encore un byte. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, souvenons-nous d'un point de vue graphique, on avait récupéré une partie qui était dans cette zone-là. On peut faire l'hypothèse que le programme va un petit peu plus loin
et qu'au moment de basculer, on travaille sur cette zone-là, on va pouvoir réallouer de la donnée ici. Très certainement que ça va marcher. On continue, Login with Online Change. On va voir la mémoire. On se retrouve encore avec quelque chose de très très proche. Copier, alors je n'ai plus de place, mais on va essayer de le faire comme ça. On a quasiment la même chose. Voilà. 31,9. On a rigoureusement la même chose. Voilà. Ça veut dire que dans une hypothèse où on va faire croître une structure, pour allouer de la mémoire relative à cette structure, au pire cas, on va envisager 3 buffers. Dans mon cas, je me suis mis volontairement dans un cas défavorable avec une structure de 70 mégas. Donc au final, mes online change vont représenter 3 fois cette taille, 210 mégas. Bien évidemment, si vous avez une structure qui fait 10 kg, 3 buffers, ça fera 30 kg, etc., etc. Voilà, donc ceci pour dire finalement, en partant d'un produit où sur le catalogue on affiche 512 mégaoctets de mémoire, si on veut faire des online change en permanence, et avec le cas le plus défavorable, c'est-à-dire une structure qui occupe la plus grande place disponible, eh bien on va diviser non pas nos 512 mégas, mais les 305 mégas disponible utilisateur, on va devoir diviser ceci par 3 pour avoir la taille maximale. Alors, bien évidemment, je me suis mis dans le pire cas pour la présentation. Je n'ai jamais vu encore de machine qui a besoin d'allouer une structure, on va dire, monobloc de 70 mégas. Je vous mets le résumé de ces investigations ici. La nouvelle étape, donc on va faire la même chose, mais au lieu d'avoir une structure qui va croître, on va utiliser une structure qui décroît. Et on va s'attendre à la deuxième modification à ne pas avoir besoin d'aller chercher un troisième buffer, mais à quelque chose qui va pouvoir être utilisé dans le premier buffer, celui libéré précédent. Donc, pour ce faire, je reprends le programme, où je vais allouer donc ce buffer là 70 mégas, mais cette fois je vais faire un clean all. Clean ou clean all, c'est pareil. Souvenez-vous, ce programme là tournait avec uniquement 10% de mémoire disponible. Je fais le clean, je me reconnecte nécessairement avec un download. Pas d'autre choix. Quand on fait clean, on efface les données précédentes du linker. Le linker ne sait plus comment aller se raccrocher au système. Il fait l'hypothèse qu'il repart de zéro. Et qui dit repartir de zéro dit repartir du reset. Run. Cette fois, la mémoire, elle est bien repartie de zéro. Et on retrouve à peu de choses près une mémoire disponible de 70%. Je copie cette taille. Je vais faire la même chose dans ce cas-là. Alors, la mémoire disponible, je la copie ici. Et les données de compilation en repartant de 0, c'est ceci. Copier. Coller. Je reprends les 3 lignes qui m'intéressent. Et je retrouve finalement quasiment la même chose. Effectivement, comme je le disais, on est sur une structure où on a un tableau de 1 méga de LRL, 1 million de LRL, pardon, 128 000 LRL, et là, on vient rajouter ou enlever des broutilles de quelques bytes ou un réel, c'est-à-dire quelque chose de négligeable. Donc c'est tout à fait normal de retrouver notre taille totale de 80 mégas, comme on avait précédemment.
À présent, je vais décroître, donc je vais enlever un byte de la structure. Je me reconnecte, online change. OK. OK. J'observe la mémoire disponible, elle a diminué, tout à fait compréhensible. On a besoin à la première modification d'un deuxième buffer. Voilà, donc j'étais avec une mémoire disponible, une mémoire occupée de 30%, je passe à nouveau à une mémoire occupée de 60%. Je refais la même chose en enlevant cette fois encore une donnée. Et je fais l'hypothèse que je vais pouvoir recaser ce buffer-là dans la mémoire que j'avais précédemment. Je m'attends à ne pas avoir d'augmentation de mémoire utilisée. Online change. Et je regarde le résultat de la mémoire. C'est bien ce qu'on pressentait. Le linker a réussi à réutiliser ce premier espace. On va le faire encore une fois et il va à présent réutiliser cette deuxième partie. J'enlève un réel. Je refais un login with online change. OK. La mémoire disponible. À nouveau, très peu de changements. Très peu de changements. Donc, c'est très intéressant de voir si vous avez besoin de structures qui vont évoluer en cours de route. Peut-être qu'il est judicieux au début d'un projet de se réserver quelques données de libre pour se dire le jour où j'aurai besoin d'en ajouter une, eh bien, je l'ajouterai, je supprimerai une de celles que j'avais prises en réserve pour rester avec une structure de données à taille identique, à isotaille. Voilà, c'est une astuce pour permettre au linker de réutiliser, on va dire, l'espace qui est devenu disponible suite au précédent online change. Voilà. Bien évidemment, ça c'est de la théorie. C'est pas toujours facile pour toutes les structures d'un gros projet d'anticiper ça. Mais si vous savez que vous allez devoir le faire, à l'occasion d'un login with download, c'est-à-dire d'une remise à zéro des données du linker, sur les structures sur lesquelles vous savez que vous allez devoir intervenir, profitez-en, rajoutez des données de spare, encore une fois, pour pouvoir les avoir disponibles le jour où vous en aurez besoin. J'y reviendrai. Donc, dans le cas, je reviens sur le slide précédent, quand on est en croissance de taille, il va falloir 3 buffers. Quand on est en décroissance de taille, il va en falloir 2 simplement. À présent, je vais vous montrer le cas où on dépasse la limite possible et où on va être dans une croissance de structure donc, qui va nécessiter 3 buffers et on va aller aux limites du système, entre guillemets, le faire planter, voilà, créer un crash. Donc, je repars de ma structure principale, je vais réserver cette fois 75 mégas et je vais mettre mes données ici en commentaire pour me retrouver dans une situation de croissance. Je veux repartir de 0, donc je fais un clean, OK, et login with download. Encore une fois, quand on fait un clean, pas d'autre solution que le login with download.
Je recopie mes données de compilation. Collage spécial. Je me retrouve effectivement avec 85 mégaoctets de code plus données, le code négligeable, les données, on retrouve les 75 que l'on a programmés, plus les 10 mégaoctets comme nous avons vu, qui sont toujours là, qui sont toujours utilisés, même sur un programme minimal. On lance en run. Que voit-on? Eh bien ici, la mémoire disponible, ce qui me fait une occupation mémoire de 32%. Je dois avoir quelque chose comme 68% disponible. Voilà, ça tombe à peu près bien. Je me déconnecte, je fais un incrément de la structure. Je vais occuper le deuxième buffer, online change. Vous voyez, il faut bien dans tout ça dissocier la taille que voit le compilateur quand il ajoute toutes les tailles disponibles, mais on va dire unitairement, de ce que fait le linker qui est obligé de quelque part mapper un deuxième contexte en parallèle pour pouvoir swapper d'un contexte à l'autre. Voilà. Et on peut très vite aller à des tailles qui explosent parce que un contexte de taille qui incrémente, ça dupliquera nécessairement la structure. Donc on a rajouté une donnée, la mémoire disponible, copier. Donc on occupe à présent 64%, il nous reste 36%. Jusque-là, tout va bien. Si on compare par rapport au cas précédent où on travaillait sur 70 mégas, donc à la première modification, on occupait un peu moins de 60. À présent, on utilise 64%. 64 plus 32, normalement, ça devrait passer. Mais. Alors j'espère que je n'aurai pas un effet démo. Je surcharge encore ma structure. Login with online change. Voilà. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais sur l'écran, j'ai un message de Watchdog. Le système est planté. Le système est planté. Alors, j'en profite tout de suite pour faire un premier power off, power on du contrôleur. Donc, ce que vous ne voyez pas, mais que j'ai mis ici en capture d'écran, sur l'écran, on voit ceci. Eh bien, effectivement, le linker n'a pas su... oui, alors, il y a eu un bip, c'est que... voilà. On n'a pas pu se reconnecter, j'ai fait un reset, qu'à cela ne tienne. Donc, le linker n'a pas su faire, le système est parti en watchdog, il est parti dans toutes les directions. C'est un crash système, seul le reboot peut nous permettre de sortir de là. Pour se sortir d'affaire, donc, il va falloir faire un premier reboot qui va nous amener à cet écran. Donc, on a l'impression que le système a démarré, mais la LED state clignote rapidement. Je le remontre. Voilà, la LED state clignote très très vite au premier reboot. C'est ce que j'ai actuellement sur mon contrôleur. Donc, une nouvelle fois, power off, power on. Et au deuxième reset, ça va se passer mieux. On va en profiter pour aller voir eh bien, ce qu'il s'est passé sur dans le fichier de log, dans le journal des défauts. Je reviendrai sur cette conclusion. Alors, mon système a redémarré, les LED sont vertes. Est-ce que je peux me connecter? Voilà, alors je vais pas faire ça, je vais faire un clean all, puisque cette partie-là est terminée. Je voulais aller voir
pardon, je voulais aller voir le journal des défauts. Donc, message logger, add message logger from controller. Donc ici, on a redémarré. Alors mon système n'est pas à l'heure, mais on est bien le plus récent en premier. Alors est-ce qu'on voit le crash avant? On ne le voit pas. Mais ici, alors, on a eu un online change ici. Et puis, il ne s'est rien passé comme on avait précédemment. Précédemment, on avait des applications start, stop, online change, etc. Mais là, juste après le online change, contrairement aux fois précédentes, donc on n'a aucun message de log, le système s'est vraiment crashé, on n'a rien. On a juste ceci, c'est-à-dire la première fois que j'ai fait un power off, power on. On a ici un message out of memory, c'est le premier reboot. Et on en a... Alors là, je ne sais pas trop l'expliquer. Ici, on a une seconde. C'est même le deuxième reboot, je pense. Alors ici, online change. Bon, je vais pas chercher à expliquer ce que je comprends pas forcément. Peu importe. Ici, out of memory, et je dirais même quand on voit des messages en allemand, c'est que le système il est revenu à ses valeurs par défaut pour plein de choses. Donc là, méfiance. Système erreur de type 3, message en allemand. Voilà, c'est pas très bon. On pourrait aller voir le 8209, ce que ça veut dire d'ailleurs. 8209. Last boot fail. Donc ça, voilà, on en a le cœur net. C'est probablement le premier reboot qui n'a pas abouti. Et avec un diag étendu, on doit pouvoir voir. Est-ce qu'on a ce diag étendu? Non, on l'a pas. On l'a pas. Objet. Non, on n'a pas plus d'informations. Mais on a peut-être quelque chose qui pourrait nous dire out of memory. C'est pas certain. C'est pas certain. Bon, on aimerait bien avoir ce diagex là qui nous dit RAM inférieur à 32 mégas. D'ailleurs, c'est intéressant. Si on suit la documentation, quand il reste moins de 32 mégaoctets de disponible, on a un problème. Voyons dans ce que nous avions dans Excel. Donc la mémoire disponible dans les cas précédents, voilà. Voilà, quand on avait quelque chose de proche de 32, ça marchait encore. Comme je vous dis, 70 mégas, on est un petit peu sur la zone limite. En décrément, ça passe à peu près bien. En incrément, à 32 mégas, ça se passe à peu près bien. Quand on arrive à 75 mégas, voilà, à la deuxième modification en ligne, le système se crache. Donc, on a observé ce qui se passait dans le journal des défauts. C'était ce que je vous proposais de voir. On a vu ces défauts-là. Donc, essayons d'avoir des premières conclusions. Bien évidemment, alors c'est très frustrant, mais malheureusement c'est comme ça. La RAM affichée sur le catalogue n'est pas la RAM disponible pour l'application. Dans cet exemple, on est passé de 512 mégas catalogue à 305 mégas sur une application vide. Le deuxième point, je vous encourage à surveiller votre mémoire RAM disponible. Vous le mettez dans une des séquences, à chaque cycle vous allez lire ça, et puis sur l'IHM ou dans le programme,
eh bien, dans un menu un petit peu caché, un menu expert, vous affichez cette RAM disponible. Ça vous permettra immédiatement de savoir, dans le meilleur des cas, si vous approchez d'une zone de danger, et dans le pire des cas, peut-être permettre de comprendre, d'expliquer un crash. Alors, le point suivant que je pense important, c'est de garder à l'esprit des ordres de grandeur. Et on va le voir juste après. Je vais vous montrer la taille qu'occupe un template motion et un template robotique. Et ça vous permettra de vous dire dans votre programme, eh bien finalement, est-ce que je suis loin des templates de départ? C'est normal d'être loin. Dans un template, il n'y a que la partie motion, il n'y a aucune partie applicative. Ou bien, est-ce que je suis très loin, trop loin, c'est-à-dire dans mon programme, soit je veux trop en faire, et ça peut arriver, auquel cas il faut peut-être eh bien, réduire nos ambitions. Peut-être que pour faire ce qu'on veut faire, il faut 2 contrôleurs ou peut-être plus. Ou alors, ou alors se dire ben, peut-être que ce que je veux faire est faisable, mais dans la façon dont je l'ai fait, je ne suis pas optimisé, il faut aller chercher des pistes d'amélioration, d'optimisation, et c'est tout à fait possible. Hein. Pour l'avoir fait par le passé dans d'autres systèmes embarqués, on peut très bien prendre un programme et aller chercher les optimisations souhaitables. Essayez d'avoir à l'esprit également une répartition entre programme et données. Autrefois, quand on travaillait sur des microcontrôleurs où on avait une taille de mémoire flash fixe et une taille de mémoire RAM fixe, eh bien, on avait des ratios entre programme et données. Je vous prends un exemple qui est vraiment très très éloigné, mais sur un Arduino de départ, donc qui permet de faire de l'automatisme, certes très simple, mais c'est de l'automatisme quand même. On a une taille RAM de 2 kilooctets pour une taille de code de 32 kilooctets. C'est-à-dire que les gens qui ont conçu le microcontrôleur utilisé dans Arduino, Atmel 328, ils ont considéré, et ils ne l'ont pas fait au hasard, c'est une considération qui est issue de l'expérience, ils ont considéré que dans un automatisme, on avait à peu près besoin de 16 fois plus de programmes que de données. Alors, ça a été le choix d'Atmel. On pourra trouver des choix à 16 fois plus, 8 fois plus, peut-être 4 fois plus, ou 32 fois plus. Mais voilà, il faut garder un ordre de grandeur. C'est-à-dire que si à un moment donné, comme dans le programme que je viens de vous présenter, vous arrivez à une taille de données qui est 70 000 fois plus que la taille du code, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Voilà. On doit rester dans une certaine cohérence de taille de programme, taille de données. On va le voir sur les exemples template motion et template robotique. Quelque chose que je vous ai déjà dit en introduction, gardez à l'esprit que même si nos LMC sont sur des architectures de type PC, il y a des limites. Voilà, la mémoire n'est pas une ressource infinie. C'est vrai que quand on débute en pack drive, on se dit qu'on peut tout faire ou presque, mais voilà, on peut assez facilement montrer, démontrer que le système a ses limites. Une autre remarque un petit peu sur le ton de l'humour, mais qui se vérifie souvent, c'est-à-dire, enfin, surtout dans la vie d'un projet, d'un programme, de manière assez générale et assez homogène, on se rend compte qu'un programme, ça obéit à la loi des gaz parfaits, dans le sens où il occupe tout l'espace disponible. Voilà. Donc, il faut faire attention à ceci. Et peut-être y réfléchir au moment où on commence un programme, au moment où on met en place les grandes architectures d'un projet. Il m'est arrivé récemment de le faire sur un projet où on était dans ce cas de figure, beaucoup de données à traiter, beaucoup de fichiers à lire sur la carte mémoire, à traiter, des modifications à la volée. Et bien voilà, en permanence, je suivais la RAM pour m'assurer de ne pas déborder. Voilà, ce que je vous ai montré là, et ça sera la dernière remarque, vous montre à quel point
potentiellement des modifications en ligne peuvent nécessiter des duplications de contexte et potentiellement de grosses tailles de mémoire. Faites des essais sur vos programmes, sur vos vraies machines. Vous n'arriverez pas bien évidemment à ces cas extrêmes, mais voilà. Ayez une idée, un ordre de grandeur, soyez sensibilisés, comprenez ce qui se passe quand vous modifiez quelque chose dans une modification en ligne. Soit une modification de programme, auquel cas le contexte à dupliquer sera le programme, la fonction, le function block, soit le contexte à dupliquer sera une zone mémoire, une structure, un tableau de structure, je ne sais quoi. Faites des essais pour comprendre ce qu'il se passe quand vous faites des modifications en ligne. Sur le slide suivant, je veux vous montrer donc ces références de template motion et template robotique. Donc on va essayer d'aller assez vite. Ici, je suis déconnecté. Je vais lancer un deuxième programme donc, de template motion. Donc c'est un template avec 4 équipements modules et 10 axes, un template standard. Donc je fais un clean. OK. Et je vais me connecter. Alt F. OK. Alors je vais refaire la même opération. C'est-à-dire je vais copier les données du compilateur du linkage. Copier et je vais aller les coller ici. Donc j'efface, pour bien vous remontrer comment j'en arrive là, j'efface ceci, je colle le texte brut, ceci c'est des warnings, ça ne m'intéresse pas, pour retomber sur le même formatage que précédemment, je vais copier ceci et le coller ici. Ça je l'enlève. Voilà, donc j'ai un code qui occupe 2 mégas, souvenez-vous, le tout premier exemple, j'occupais 0,3 mégas. Faisons l'hypothèse que ça vaut 0. Un template motion pour 10 axes, c'est 2 mégaoctets de données. Et ici, 11 mégas. Donc si je me souviens qu'ici, j'avais à peu près, enfin, on va être rigoureux, 9,6 mégas de données à vide, le template motion n'en utilise que 1,4 de plus. Et enfin, on va se mettre en run. Alors là, il impose un call start, on va le faire et je vais le couper au montage. Voilà, le reboot est terminé, j'ai coupé au montage, je peux redémarrer et je vais aller lire la mémoire disponible dans les paramètres, copier, je reviens sur ma feuille Excel, coller. Voilà. Et donc, on en arrive à ceci, un template motion 10 axes, 4 équipements modules, ça occupe 1,6% de la mémoire du LMC. Voilà, c'est ce que j'ai mis là, 1,6%. On va en faire de même avec le template robotique, donc je me déconnecte avec le template motion, j'ouvre le template robotique. Donc là, c'est un template où j'ai un seul robot delta. J'ai oublié le clean all, on va le refaire, c'est pas grave. Ou peut-être que le système va proposer un download. Oui. Oui, donc on va pouvoir observer la taille de compilation. Allez, un call reset. Voilà, le système a redémarré.
Donc je copie ceci, je viens toujours dans mon fichier Excel coller. Donc le template robotique il prend un peu plus, 3,9 et alors 25 mégas de données. Si j'enlève les 10 mégas qui sont toujours là au minimum, ça me donne 15 mégaoctets de données. Je passe en run et je vais observer la mémoire disponible. Copier, coller. Donc le template robotique pour un robot Delta va occuper 8,5% de la mémoire. Eh bien, bon, je voulais vous le montrer pour, voilà, pour confirmer que ces chiffres ne sortent pas du chapeau, mais encore une fois, un template, 4 équipements modules, 10 axes, ça occupe 1,6% de la mémoire. Un template robotique, un axe delta, 8,5% de la mémoire. Si vous modifiez des structures, vous n'allez pas systématiquement doubler et tripler ces tailles-là, puisque vous ne serez pas dans le cas d'une structure monolithique qui occupe toute la mémoire, contrairement à ce que j'ai fait avant. Voilà. Simplement, dans vos programmes, habituez-vous à aller lire donc ces critères, taille de code, taille donnée, taille totale, et la RAM utilisée. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un critère. Je vous avais pris comme exemple le Arduino l'Atmel 328 où je vous disais les concepteurs du microprocesseur ont arbitrairement décidé qu'il fallait 16 fois plus de mémoire flash que de mémoire RAM. Dans notre cas, et c'est très intéressant, que l'on soit sur le template motion ou robotique, on se rend compte que versus la taille totale, on a à peu près 15% de code pour 85% de données. À des petites variations près, voilà. Mais c'est un critère intéressant. Donc je vous encourage toujours, quelque part, à étalonner ce que vous avez dans vos programmes par rapport à eh bien, ces templates motion robotique. On pourrait aussi se dire, faire des règles de 3 en fonction du nombre d'axes, etc., etc. Bon, après, je vous laisse aller plus dans le détail pour les investigations. Encore une fois, cette présentation qui est déjà très longue n'a qu'un but de vulgarisation. Hein, vous montrer qu'est-ce qu'il faut regarder, où il faut regarder, et d'essayer de comprendre pourquoi, parfois, dans des modifications en ligne, on a soudainement un gros besoin de mémoire, et pourquoi, parfois, quand on fait 2, 3, 4 modifications en ligne, on peut planter un système et rendre la modification en ligne impossible. Alors, on a vu, on a 305 mégas de disponibles sur un LMC Echo. On peut se dire oui, finalement, ça fait peu versus les 512 mégaoctets décrits dans le catalogue. Alors, il est quand même important de revenir à des ordres de grandeur, et c'était l'objet du slide précédent. Un template 10 axes, c'est 13 mégas. Un template pour un robot Delta, c'est 30 mégas. Voilà, un petit 10% de la mémoire disponible. 300 mégaoctets, c'est la moitié d'une encyclopédie Universalis sur CD-ROM. Voilà, si vous connaissez l'encyclopédie Universalis, c'est des feuilles très fines et au total, c'est très lourd dans une bibliothèque. 300 mégas, c'est la moitié d'un film en DivX, qualité DV, c'est-à-dire résolution DVD, pour un débit de 1 mégabit, ce qui est un débit tout à fait correct pour un film en DivX. C'est 3 heures de musique MP3 en 320 kilobits, qui est ce qui se fait de mieux en compression audio. 300 mégas, c'était un disque dur standard. Alors en 95, j'ai fait appel à mes souvenirs, on va dire entre 94 et 96. 300 mégas encore, c'est un échantillon LREL, c'est-à-dire 8 bytes, un échantillon chaque milliseconde pendant 11 heures. Voilà ce que ça représente 300 mégas. C'est sans échantillon
toutes les 10 millisecondes pendant 1 heure. C'est-à-dire si on a une machine sans axe et que toutes les 10 millisecondes on relève le courant, eh bien on va pouvoir échantillonner pendant 1 heure pour occuper 300 mégas. C'est 1,2 million de strings, 256 bytes. C'est la moitié en W-string, en Unicode. Voilà, pour résumer, c'est une très très grande quantité de données, 300 mégas. Quand on arrive à occuper tout ça, eh bien c'est qu'on a quelque chose de très volumineux et comme je le disais précédemment, peut-être qu'il faut repenser le système, peut-être qu'on a besoin d'un deuxième LMC ou peut-être qu'il faut revoir la structuration des données. Peut-être qu'il y a beaucoup d'endroits où on a prévu des strings de 256 octets, là où des strings de 128 ou 80 ou peut-être 60 suffiraient. Peut-être qu'on a codé des messages en W-string, donc 16 bits, là où des strings simples suffiraient. Peut-être qu'on a prévu des messages pour un HMI en 16 langues, là où 8 suffiraient. Auquel cas, on peut diviser la taille par 2, etc., etc., etc. Toutes ces pistes d'optimisation de taille, eh bien, il faut vous poser les questions. Parfois, ça peut être sur des programmes qui ont été conçus il y a très très longtemps, 5, 10, 15 ans. Peut-être qu'on avait réservé de la mémoire que on pensait utiliser et qu'au final, on n'a jamais utilisé. Peut-être que auparavant, dans des versions précédentes, les compilateurs travaillaient d'une façon différente. Je ne sais pas. Peut-être que les versions précédentes de VxWorks fonctionnaient différemment. Je ne sais pas vous le dire. Je ne connais pas les principes ancrés très très bas niveau. Je ne sais pas comment VxWorks gère la mémoire. Je ne sais pas comment les runtime de Codesys sont gérés. Je ne le sais pas. La seule chose que j'ai pu faire dans cette présentation, c'est vous montrer qu'est-ce qu'il faut regarder, de vous montrer les zones de danger et un petit peu ce qu'il faut surveiller. Voilà, je ne peux vous montrer que ce que je comprends malheureusement. Donc, et on arrive un petit peu à la fin de cette présentation, des recommandations pour vos programmes. Bien évidemment, pour les programmes existants, c'est de se poser la question de faire un petit peu une analyse de l'existant, comme je vous disais, de regarder si dans les données on a vraiment besoin de tout le temps, si on ne peut pas trouver des phases d'optimisation. Dans les appels au POU, donc Programme Object Unit, que ce soit des fonctions, des function blocks ou des SR, si vous devez être amené à modifier des paramètres d'entrée-sortie, eh bien, ça vaut le coup de... Alors, je vais vous montrer ce dernier programme. Ça vaut le coup, c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez des POU, donc là j'ai pris l'exemple d'un function block qui accepte 10 paramètres en entrée et 1 en sortie. Imaginons qu'à un moment donné vous ayez besoin de rajouter un paramètre. Si votre function block, votre SR, votre fonction, votre sous-programme, n'importe quoi, s'il est très long, s'il occupe par exemple 1 mégaoctet de données, le fait de rajouter un paramètre va modifier l'interface d'appel, ça va casser potentiellement beaucoup de choses. Si par contre, vous écrivez votre function block sous la forme juste d'une variable in-out qui va pointer sur une structure de données, c'est-à-dire qu'au lieu de passer tous mes paramètres comme ceci, je les mets dans une structure, eh bien, il est possible que le code du function block changeant très peu, on puisse, à la deuxième modif en ligne, réutiliser ce qu'on avait précédemment. Voilà, c'est moins gourmand d'ajouter un paramètre dans une structure parce que au moment de l'appel, quelque part, on changera la valeur du pointeur de la structure. Les variables in-out, ce sont des pointeurs. On changera la valeur du pointeur, mais on ne changera pas le prototype d'appel de la fonction. Voilà.
C'était une première recommandation. La deuxième, elle est assez évidente également. Quand vous avez des traitements groupés, par exemple sur du multi-axe, préférez toujours les boucles. Quand vous rajoutez un axe, vous changerez juste, entre guillemets, la constante de fin de boucle, mais vous ne changerez pas le code. Je peux vous le montrer par exemple dans le template Motion France. On a dans les équipements modules, par exemple dans le Logic Active, ici on a un traitement fondamental qui, pour tous les axes, va appeler ce qu'on appelle le function block commande de base. Si dans mon équipement module je rajoute un axe, je vais augmenter cette constante. Quelque part, je vais augmenter la constante de fin de boucle dans le test. Mais le deuxième contexte, quand je ferai une modif en ligne, ne va pas changer la taille de cette partie-là du code. On changera une constante dans l'exécutable, mais on ne changera pas la taille. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, au lieu d'avoir n fois un appel à une fonction ou un function block, une boucle permet des online change beaucoup plus souples. Voilà, c'est pas grand chose, c'est un tout petit quelque chose, mais ça permet de soulager le linker quand il doit créer ce deuxième contexte pour une modif en ligne. Quelque chose que j'ai déjà dont j'ai déjà parlé, c'est effectivement si vous êtes dans un programme qui est aux limites, si vous n'avez aucune optimisation, eh bien au prochain download, essayez de prévoir des variables de spare que vous utiliserez, que vous consommerez au fur et à mesure des online change sur les structures. Ça permettra de travailler en 2 contextes au lieu de passer en 3. Dans la définition des structures, préférez toujours de mettre les variables les plus volumineuses en premier et les plus petites en dernier. Je peux peut-être trouver un exemple dans le template, dans la structure d'interface machine, donc dans notre structure machine. Bon, c'est un effet démo, j'ai rien dit, mais en toute rigueur, ces structures-là étant plus volumineuses, il faudrait les mettre. Il faudrait les mettre en premier. Voilà. C'est un effet démo, voilà, ça montre juste que je fais des erreurs comme tout le monde. Voilà. Voilà. Ça, encore une fois, c'est préférable et les booléens en dernier. Les strings également sont des structures volumineuses. Hein. On est très vite à 80 ou 128 données donc en premier, puis les LReal, puis les dint, puis les int, puis les chars, puis les booléens en dernier. Ça facilite toujours le linker pour les modifs en ligne. Voilà, donc comme on l'a dit plusieurs fois, surveillez en permanence au fur et à mesure du développement les tailles de mémoire disponibles. Également ce point-là, déjà dit plusieurs fois, attention à la mémoire cachée. Hein, quand on ajoute un device, quand on ajoute un slice TM5, quoi qu'on ajoute d'un point de vue système, même si on ne le voit pas a priori, on aura forcément de la mémoire à consommer. Voilà, et en guise de conclusion, je ne saurais que vous encourager à avoir une vision frugale, ce qu'on pourrait appeler la sobriété digitale. Voilà. C'est pas parce que quand on commence un projet, un programme, on a l'impression, on a l'illusion d'une capacité infinie, et c'est vrai, 300 mégas c'est quelque chose d'infini. Par exemple au regard d'un template motion 10 axes, au regard d'un template 1 robot. Mais voilà, il faut avoir conscience que les modifs en ligne, les ajouts, la durée de vie d'un programme, la maintenance évolutive d'un programme, les programmes vont toujours dans le sens où on ajoute des choses, hein, jamais on en enlève. Voilà, eh bien il faut y faire attention, et même si on a un petit peu de marge aujourd'hui, potentiellement demain cette marge peut se réduire, peut fondre comme neige au soleil. Voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Présentation très longue, présentation très complexe, présentation pourtant de vulgarisation où je donne juste les grands principes entre guillemets philosophiques.
Pour aller plus loin, il faudrait comprendre comment marche dans le détail le linker, comment marche dans le détail VxWorks dans son allocation de mémoire. Je ne suis même pas certain que chez nous, dans nos services de R&D, on le sache tellement ça fait appel à des fonctions très très bas niveau, tellement ça fait appel à des fonctions système de VxWorks. VxWorks qui pour nous est un composant, une brique que nous ne maîtrisons pas. Voilà. Bien, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute et votre patience.